Alors, nous avons initié cette année, grâce à une merveilleuse idée de notre directrice, notre chère directrice déléguée Lydia Martins-Viana, un festival des droits et des libertés. C'est l'idée de, probablement, on va ensuite changer le format ou autre, hein, mais en tout cas, l'idée de faire quelque chose qui soit sur tout l'automne des festivals des droits et des libertés. Et ça commence ce soir et ça tombe bien parce que justement, hier est paru le rapport FIDH LDH, enfin plus exactement l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains et LDH, mais c'est l'Observatoire, vous expliquerez de quoi il s'agit, je vous laisserai en parler. Mais donc on va parler ce soir la table ronde de ce rapport, mais il y a dans le cadre de ce festival, il va y avoir les journées d'études sur l'islamophobie les 11 et 12 octobre prochains, il faut s'inscrire. Ensuite, il va y avoir le 29 et 30 novembre, c'est l'université d'automne qui cette année va porter sur la laïcité puisque c'est tout de même un anniversaire important hein, sur la loi de 1905. Puis on va avoir le 10 décembre. Alors là, il y aura des diverses activités. C'est l'anniversaire de la DUDH, hein, comme vous le savez, et donc il y aura dans divers lieux en France diverses choses, et notamment il y a l'idée d'un concert Fête du bruit pour les droits et libertés. Le 13 décembre, donc, il va y avoir une manifestation publique et le 18 décembre, meeting de solidarité, n'est-ce pas, Taïeb, que je vois en face de moi, qui va participer activement à ça, je le sais. Donc voilà, c'est l'idée d'un festival et puis ce sont évidemment greffées des nouvelles choses entre-temps puisque le groupe de travail qui travaille sur le Maghreb Moyen-Orient a décidé de faire une journée de travail. Mais là, c'est spécifique à ce groupe de travail, mais c'est demain sur les relations France-Algérie, c'est quand même pas anodin non plus. Et il se trouve que demain, et là c'est au niveau national, nous travaillons avec le SNJ sur Gaza, autopsie d'une couverture journalistique, et ça se passe au Théâtre de la Concorde sur inscription également. Donc c'est à 16h. Donc il y a encore des places. Donc c'est gratuit, hein. C'est juste il faut s'inscrire parce que le théâtre, il y a des raisons de sécurité, il faut qu'ils sachent qui vient avec une liste, mais sinon c'est gratuit. Voilà. Je crois que j'ai tout dit et maintenant on va passer à la table ronde de ce soir. Donc merci à nos invités, merci d'être là, d'être présents, vraiment c'est un grand plaisir d'être avec vous et pour pouvoir parler de ces questions de liberté. Je vais juste, donc le titre, hein, France, démocratie en décrochage, entrave à l'exercice des libertés associatives et de la liberté de manifester. Le rapport est sur la table, si vous en voulez un. Et ça, c'est le résumé, parce que c'est quand même un rapport conséquent, comme vous avez pu le voir. Donc il y a aussi un résumé. Donc, juste en introduction, de vous dire que je trouve que lorsque la FIDH et l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains nous ont parlé de cette mission sur la France, puisque nous sommes le membre pour la France de la FIDH, il y a eu un effet, c'est à la fois oui, effectivement, il y en a vraiment besoin, vu ce qu'on voit comme atteinte sur les libertés, et en même temps, un effet un peu de choc, parce que malgré tout, on se dit, ah oui, on en est là quand même. Il faut quand même une mission. Voilà. Donc c'est juste mon ressenti que je vous livre, parce que on se dit toujours que ça se dégrade, mais où on en est en comparaison avec d'autres États, et c'est là l'apport aussi d'un regard international. Et donc sur ces questions-là, le choix liberté associative et liberté de manifester, c'est particulièrement important. Pourquoi ? Parce que c'est deux façons de faire vivre la démocratie, puisque la démocratie ne s'épuise pas par le vote, mais il faut évidemment qu'il y ait la possibilité de s'exprimer en dehors des périodes d'élection, et donc qu'il y ait la possibilité de s'exprimer dans la rue, mais aussi de façon organisée à travers la société civile qui s'organise dans les associations. Et on va voir que ce sont ces deux moments, ces deux lieux qui sont particulièrement atteints, et ce n'est pas un hasard, puisque c'est justement
pour dévitaliser la démocratie en faisant en sorte que les contre-pouvoirs soient affaiblis. Donc pour en parler, je vais tout de suite passer la parole à l'une des co-rédactrices. Donc avant de passer la parole, Maria, je vais simplement vous remercier toutes les deux parce que vous êtes co-rédactrice avec Mathilde Nilsson qui est ici présente et qui est donc la chargée de projet pour la LDH, et vous avez co-rédigé ce rapport, donc merci et bravo, parce que c'est un énorme travail. Et merci beaucoup aussi à Elena, évidemment, qui a collaboré à ce travail pour la FIDH, et qui est présente aussi. Alors, je vois plus. Ah voilà, vous avez changé de place et je vous vois plus. Donc, je te passe tout de suite la parole. Donc, comme l'a dit Nathalie, ce rapport il s'inscrit dans le cadre de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains. Cet observatoire, c'est un partenariat entre la Fédération internationale pour les droits humains, qui est une ONG dont la Ligue des droits de l'homme est membre, c'est son organisation membre en France, et l'Organisation mondiale contre la torture. Cet observatoire, il existe depuis 1997. Son mandat est vraiment celui de documenter les restrictions et les attaques dont font l'objet les défenseurs des droits humains partout dans le monde. Néanmoins, il ne documente pas seulement les situations individuelles, mais aussi celles des associations, des collectifs, de communautés et plus largement des restrictions à l'espace civique. Nathalie l'a défini déjà, qui est l'espace dans lequel la société peut s'exprimer et agir, et qui s'entend généralement à travers ces trois composantes que sont la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de réunion pacifique. Donc nous, dans le cadre de ce rapport sur la France, on a décidé de se concentrer sur ces deux dernières composantes, la liberté d'association et la liberté de manifester, qui est l'autre nom de la liberté de réunion pacifique, qu'on a tendance à employer un peu plus couramment ici en France. Néanmoins, vous allez le voir si vous avez eu le temps déjà de feuilleter le rapport. Notre analyse, elle se veut la plus large et inclusive possible dans cette perspective de l'espace civique, et donc il s'agira pas seulement de documenter. Il s'agissait pas seulement pour nous de documenter les entraves aux libertés publiques à travers les grands textes législatifs qui viennent brider ces libertés. On va revenir, je pense, très vite avec nos intervenants sur notamment la loi séparatisme et la loi anti-casseurs, mais aussi de porter notre regard sur des atteintes à l'exercice de ces libertés plus indirectes. On va reparler de la répression policière, mais aussi des restrictions au financement des associations, de la manière dont l'État court-circuite de plus en plus les canaux de dialogue avec la société civile et empêche la participation citoyenne à l'élaboration des politiques publiques. Mais aussi le rôle revient aussi sur le rôle de l'extrême droite et puis des acteurs non étatiques, puisque l'État a également une responsabilité dans la protection des défenseurs des droits humains plus généralement. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, on voulait vous expliquer un petit peu notre démarche. Nathalie l'a dit, on a conduit une mission internationale d'enquête. C'est la pratique courante de la FIDH. Donc il y a environ un an, oui, je crois que c'est en fin septembre dernier qu'on a commencé la LDH et la FIDH à définir ensemble un peu les contours de cette enquête et puis la méthodologie qu'on souhaitait appliquer et qu'on souhaite appliquer aussi dans le futur à d'autres pays européens. Elena reviendra un petit peu sur le travail de notre bureau et la perspective européenne de la FIDH en la matière. Mais donc pour cette mission qui s'est conduite en mars dernier, cette mission la délégation de la mission, était composée à la fois de représentants de la FIDH, de la LDH, mais aussi d'une ligue d'un autre pays, c'est notre pratique, en l'occurrence de la Ligue algérienne, enfin du collectif de sauvegarde de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, puisque la Ligue algérienne a été dissoute.
Et donc, on a conduit une semaine. Sur une semaine de rendez-vous, on a rencontré un certain nombre d'acteurs, d'actrices de la société civile, des représentants d'associations aux causes variées, la lutte contre le racisme, la défense des droits des femmes, le soutien aux exilés. On a rencontré des avocats, des magistrats, des experts académiques. Je regarde tous les gens autour de cette table, mais aussi les institutions indépendantes, le Bureau de la Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et puis les autorités, avec le cabinet du ministère de l'Intérieur et puis le cabinet du ministère de la Justice. Au cours de cette semaine d'enquête, on a décidé de consacrer une journée pour rencontrer des acteurs et des actrices impliqués dans la lutte contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Là, c'est Julien autour de cette table qui va pouvoir nous en parler un peu plus. C'est un choix qu'on a fait. Bon, on parle vraiment de la société civile en général, et il se trouve que les défenseurs de l'environnement dans le cadre de cette lutte semblaient pour nous cristalliser un petit peu cette rupture de confiance entre les pouvoirs publics et la société civile, et puis vraiment était assez révélatrice des différentes restrictions à l'encontre des défenseurs des droits humains, plus généralement du harcèlement protéiforme vraiment à leur encontre. Voilà, je crois que j'ai dépassé mon temps de parole. On peut rentrer dans le vif du sujet. Merci. Le rapport souligne que les campagnes de stigmatisation des manifestants et manifestantes et des défenseurs des droits humains par des représentants des pouvoirs publics sont symptomatiques d'une dérive illibérale. Ce climat se traduit par une délégitimation des associations, une menace sur leur financement, une assimilation des causes qu'elles défendent à des menaces pour l'ordre public. Quels effets ce climat de suspicion et de stigmatisation produit-il concrètement sur l'action associative et comment résister? Julien, c'est à toi. Bonjour à tous, et puis je vais commencer déjà par remercier très chaleureusement celles et ceux qui ont contribué à ce travail de fond qui est évidemment très très important. Quand on vit une telle répression comme on l'a vécu à Sainte-Soline, vraiment une bataille du récit, une bataille de la vérité. Et si on laisse les oppresseurs raconter l'histoire, ben c'est eux qui font l'histoire. Et heureusement, il y a des gens qui observent, qui témoignent, qui font trace. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Donc je parle à partir de la lutte sur les méga-bassines. Donc je suis Julien Leguet, je suis un des co-porte-parole du collectif Bassines Non Merci. Donc je vais préciser tout de suite que dès sa fondation, sa création, en fait, on a créé un collectif informel. Parce qu'on avait peut-être déjà un petit peu anticipé toutes les mesures de rétorsion et toutes les capacités que l'État et les préfets étaient capables de mettre face à ce mouvement dont on savait qu'il ferait sujet, qu'il ferait débat et qui serait clivant. Et donc c'est un collectif qui va recevoir en son sein à la fois des citoyennes et citoyens encartés en rien, qui agissent pour leur territoire, avec leur cœur, leurs moyens, etc. Et puis également tout un tas d'organisations très composites, très variées, de syndicats, de partis politiques, d'associations de protection de la nature, d'associations de consommateurs, de collectifs informels, autonomes, etc., etc. Donc le mouvement, il y a vraiment une très large diversité et une composition élargie. Et en fait, c'est toutes les composantes aujourd'hui du mouvement qui vont faire l'objet de mesures de rétorsion diverses et variées. Donc, par exemple, dans les mesures qui ont suivi la manif de Sainte-Soline ou les manifs de Sainte-Soline, il y a le fait qu'on ait 9 camarades à avoir comme point commun d'être des porte-paroles de nos organisations, et notamment des camarades syndiqués, les représentants de Sud, Hervé Auguin, pour Sud Solidaire, la CGT, David Baudin, le secrétaire départemental, les représentants de la Confédération paysanne, y compris à l'échelle nationale, et les porte-paroles des Soulèvements de la Terre et MAPOM. Et en fait, ce procès, notamment pour nous reprocher d'avoir organisé des manifestations interdites, et je rappelle qu'en France, en fait, la manifestation, elle se déclare. On ne demande pas d'autorisation, et que jusqu'à preuve du contraire, la manif, elle n'est pas interdite. Et ce jour où elle est interdite, et où toutes les batteries d'arrêtés qui vont avec et qui empêchent, on se retrouve dans cette situation. Et la réalité, c'est qu'on nous a enlevé tous les moyens de l'organisation. On nous enlève tout ce qui permet de conduire un cortège sereinement, les moyens de communication, etc., etc., quoi. Et donc, fait un peu marquant dans l'histoire, David Baudin, par exemple, il est condamné pour organisation de manifestations interdites.
Et c'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un représentant de la CGT soit condamné pour opérer ce qu'est l'objet de l'association. Parmi les associations qui ont largement subi les rétorsions, les mesures de répression, j'ai envie de citer le cas de l'API, c'est l'association de promotion et d'initiative pour l'éducation à l'environnement et l'eau, qui est une vieille association locale de protection de la nature, et qui a eu le malheur, dans ce positionnement politique, de dire qu'elle était contre les méga-bassines, et qui depuis fait l'objet de multiples rétorsions diverses et variées. Vous imaginez bien, la première qui peut y se venir en tête, c'est la suppression des subventions. Je sais qu'on parlait tout à l'heure du contrat d'engagement républicain, ben voilà une conséquence assez nette de ce type de mesures. Dans le cas de l'API, ça a fait l'objet d'une lettre d'allégation de Michel Forst, qui est commissaire à l'ONU par rapport à la protection des militants pour l'environnement, pour l'écologie, notamment veille à ce que la convention d'Aarhus soit appliquée, et qui a écrit au gouvernement français et à Macron pour dénoncer ceux qui avaient subi l'API. Il n'y a pas eu de réponse du gouvernement. Alors que c'est une obligation, au bout de 3 mois, s'il n'y a pas de réponse du gouvernement, c'est rendu public. L'API, on lui a enlevé 12 000 € de subvention. On lui a même demandé le remboursement de 4 000 € de subvention rétroactivement, en considérant qu'à partir du moment où on l'avait appelée à la manif, elle n'était plus dans les clous, elle devait rembourser. Donc ça, c'est des fonds FONGEP, c'est des fonds de l'éducation du ministère de la Jeunesse et des Sports anciennement. L'API s'est aussi vu retirer tous ses mandats, dans notamment les commissions locales de l'eau, tout ce qui lui rend... et j'ai envie de dire, l'API, c'est peut-être une des associations qui tient le mieux le choc face à toutes ces pressions-là. Parce que finalement, l'effet que ça a globalement sur le monde associatif, c'est qu'en fait, on a tout un tas d'assos aujourd'hui qui n'osent plus remplir leur objet premier, qui n'osent plus faire les recours, etc., de peur que, à commencer par le financement, puisque tout ça fonctionne avec des salariés, pérenniser l'emploi, etc. Ça, c'est un des éléments qui est très franchement impactant et efficace, en fait, qui est une mesure de menace qui porte ses fruits. Et j'ai déjà été long, mais je veux quand même dire que sur cet aspect-là aussi, il y a tout le travail autour de l'image. Et vous le savez, dans la lutte sur les méga-bassines, on a fait l'objet d'une véritable bataille médiatique. On retrouve des méthodes assez anciennes qui sont à peu près les mêmes qui avaient été utilisées quand Vidal Michalon avait été tué, où on avait un préfet qui disait que les Boches arrivaient dans la lutte antinucléaire. Et là, on a un ministre de l'Intérieur qui nous dit qu'on est des écoterroristes et qu'il faut s'attendre à des images dures. Nous, c'était pas notre scénar. On savait qu'on allait à une manif avec beaucoup de forces de police, mais on n'avait jamais envisagé qu'ils auraient la folie de nous envoyer 5000 bombes sur la tête, avec essentiellement des bombes de désencerclement et les dommages très forts que ça peut causer sur les chairs, et les âmes, bien sûr, l'esprit. Donc, voilà, il faut vraiment avoir en tête que la bataille sémantique et la bataille du récit, elles font partie intégrante de ce qui se joue, notamment dans la remise de ce rapport. En fait, c'est pas du tout anodin si Darmanin parle d'éco-terrorisme, c'est qu'il prépare les opinions à la répression qu'il a lui-même programmée. Et de surcroît, en nous qualifiant d'éco-terroristes, il se donne les moyens d'utiliser tous les moyens traditionnels destinés au vrai terrorisme. Et donc, sur les mesures de rétorsion et de surveillance dont on a eu à souffrir, on a trouvé des caméras devant chez mon père, du super matos qui appartenait certainement à Déméter, la cellule spécialisée dans la surveillance des écolos qui s'en prennent à l'agro-industrie. On a trouvé des balises, on a trouvé, tout. Je pense que, et je vous remercie d'avoir pris exemple c'est que malheureusement, notre lutte, elle concerne à peu près toute la batterie de répression que l'État est aujourd'hui en mesure de mettre en place pour nous faire taire. Et je voudrais juste finir sur le fait que, en fait, quand on fait ce genre de choses, quand on communique sur ce genre de choses, en fait, on instille un climat de terreur. Et quelle est la définition d'un terroriste ? C'est celui qui instille un climat de terreur. Et s'il existe un écoterrorisme en France, c'est bien les gens qui portent atteinte à l'écologie. Et peut-être aux écologistes. Donc l'écoterroriste en France, c'est Gérald Darmanin et sa bande. C'est pour toi, Gérald. On se retrouvera en procès. Oui, finalement, Julien, tu l'as très bien dit. Merci pour ton témoignage. On voulait seulement compléter en vous expliquant un petit peu
pourquoi on ouvre ce rapport sur une section qui s'appelle un narratif de plus en plus hostile à la société civile, et pourquoi on ouvre ce rapport là-dessus alors qu'on dit qu'on va parler des entraves à la liberté d'association et à la liberté de manifester. C'est parce que, comme Julien l'a bien souligné, ces campagnes de stigmatisation, elles sont loin d'être anodines parce qu'elles préparent le terrain. Elles sont à la fois le préalable et la justification de la répression policière et éventuellement judiciaire qui s'opère derrière. C'est important en droit aussi, parce que c'est aussi la conception qu'on a voulu adopter et qu'on justifie au départ, qui est celle des lignes directrices conjointes de la Commission de Venise, du Conseil de l'Europe et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE sur la liberté d'association. Elle est assez large, elle revient sur le fait que pour faciliter l'exercice de la liberté d'association, l'État a un devoir à la fois de non-ingérence mais aussi de protection contre ces discours stigmatisants. Et c'est aussi pour ça que, au-delà des campagnes de stigmatisation par les pouvoirs publics, notre rapport revient aussi sur le rôle des médias et de l'extrême droite dans la diffusion de ces discours et de ces narratifs hostiles. L'État, parce qu'il a le devoir de faciliter l'exercice de la liberté d'association et la liberté de manifester, doit non seulement s'abstenir de ce type de discours, mais doit aussi protéger contre ce type de discours, y compris en garantissant le pluralisme des médias. Je m'arrête là-dessus. Alors, nouvelle question. Le contrat d'engagement républicain décrit dans le rapport comme un dispositif qui engendre une véritable mise au pas idéologique du tissu associatif français. Il a été donc créé à partir de la loi séparatisme, qu'on dit séparatisme, mais elle a été recomposée, parce que c'est toujours le cas après, avec un titre ronflant. C'est la loi confortant les principes de la République. Bon, bien sûr, les associations ne respectaient pas la République, c'est bien connu. Non, pardon. Il ne faut pas faire d'incises aussi. Est-ce qu'on assiste à une remise en cause du rôle historique des associations comme contre-pouvoir, et que signifie ce basculement pour la démocratie? Retrouve-t-on quelque chose de similaire dans l'histoire de la République, ou est-ce la première fois que l'État tente d'interférer politiquement dans l'exercice de la liberté associative? Je te laisse la parole, Stéphane. Merci beaucoup. Oui, alors quelques mots sur le contrat d'engagement républicain, où il y a beaucoup d'éléments très riches dans le rapport. Ce contrat d'engagement républicain, quand on a commencé à en entendre parler dans les mois qui ont précédé l'adoption de la loi séparatisme, on a été un certain nombre de spécialistes des libertés à se dire que, avant tout, il posait déjà problème dans son principe, puisque l'idée même du contrat d'engagement républicain, donc qui est que toute association qui demande une subvention doit s'engager, doit signer un contrat qui comprend 7 engagements, est tout à fait problématique, surtout parce que, en fait, les associations n'ont jamais eu droit à obtenir des subventions. Le fait de donner une subvention, bien sûr, les autorités subventionnaires peuvent pas faire totalement n'importe quoi, notamment elles ne peuvent pas, par exemple, discriminer clairement dans leur politique de subvention. Mais il n'y a pas de droit à obtenir une subvention, et du coup, le fait de créer ce contrat d'engagement républicain, en fait, le seul sens qu'on peut lui donner, c'est que c'est une forme d'habilitation, d'incitation, d'encouragement aux autorités subventionnaires à véritablement scruter, sélectionner, réserver leurs décisions. En fait, c'est vraiment un instrument qui exprime ou qui construit une forme de défiance ou de méfiance vis-à-vis de la société civile, parce que voilà, ça fournit un peu une grammaire à l'autorité subventionnaire pour essayer de scruter la demande et d'une certaine manière presque trouver le problème. Et ce dispositif, il pose problème dans son principe, il pose évidemment problème dans son contenu. Alors ça a beaucoup été dit, hein. Il y a 7 engagements dans le contrat d'engagement républicain. Alors évidemment, ils sont apparemment incontestables, hein, c'est liberté, égalité, fraternité, dignité, etc. Bon, personne n'est contre ces principes, mais il y a là un peu quelque chose comme un piège, parce que ces principes ont beau apparaître comme étant consensuels, en fait, ils sont aussi extrêmement vagues, surtout lorsqu'ils fournissent la grammaire d'une décision discrétionnaire de la part de l'autorité administrative. Et il y a quelque chose de très important, c'est que ce caractère très vague, c'est aussi un encouragement à procéder de manière très sélective et très inégalitaire.
Et moi, je me souviens, j'avais été auditionnée par les sénatrices rapportrices du projet de loi séparatisme et pour essayer d'attirer l'attention sur le problème du contrat d'engagement républicain. J'avais pris quelques exemples, notamment celui de subventions accordées par la région Île-de-France à Espérance Banlieue, par exemple, qui est un réseau qui développe la création d'écoles privées hors contrat, en lien vraiment avec une mouvance intégriste catholique. Et il m'avait été répondu par les sénatrices que, en fait, ce type d'association n'était pas visé. Et donc, c'est quand même très important, c'est-à-dire qu'on a des autorités, des parlementaires qui font la loi, qui doivent respecter l'article 1er de la Constitution, c'est-à-dire que la loi doit être la même pour tous. Et en réalité, quand on les interroge sur la vocation de ce type de dispositif, la réponse vient immédiatement sur le fait que, bah oui, non, ça va pas être exactement une loi égale pour tous. Alors, il y a ce caractère très vague qui est problématique, puis il y a évidemment, et ça vraiment, c'est particulièrement bien rendu dans le rapport, me semble-t-il, le caractère très problématique du premier engagement, hein, qui est que les associations doivent s'engager à ni entreprendre aucune action manifestement contraire à la loi, ni inciter aucune action manifestement contraire à la loi. Et j'étais vraiment très heureuse de lire dans le rapport de manière très bien expliquée que, en réalité, ça c'est vraiment une remise en cause de toute action de désobéissance civile, puisque a priori et de manière abstraite, une association doit s'engager au fait qu'elle ne fera jamais aucune action illégale. Donc c'est quand même quelque chose de très important, et là encore, qui est aussi quelque chose qui d'emblée a vocation à fonctionner de manière inégalitaire et fonctionner de manière sélective, parce que c'est en fait une remise en cause un peu insidieuse de la désobéissance civile. Je mettrais ma main au feu que parmi les promoteurs de ce texte et de ce dispositif, personne ne voudrait contester la légitimité de Rosa Parks ou des 343 femmes qui ont publié le manifeste du Nouvel Observateur avant le procès de Bobigny en 1971. En revanche, on voit bien, et là aussi c'est très bien documenté dans le rapport, que immédiatement des nouvelles formes de militantisme écologique font les frais de cette indication qu'il faut rien faire de contraire à la loi. Donc il y a vraiment quelque chose de vraiment insidieux dans ce dispositif. Donc il pose problème dans son principe, il pose problème dans son contenu, et il pose évidemment problème dans son application. Là aussi, hein, c'est très bien documenté dans le rapport, et Marion et beaucoup d'autres, toutes celles et ceux qui s'intéressent au cas concret de mise en œuvre du contrat d'engagement républicain savent bien qu'aujourd'hui, il y a évidemment le problème de son application. On va parler d'un certain nombre de cas concrets et où le contrat est formellement invoqué. Il y a aussi tout l'énorme problème de l'utilisation informelle de ce contrat d'engagement républicain. C'est-à-dire toutes ces décisions qui sont prises par les autorités de ne plus prêter un local, de ne plus de retirer une subvention ou de pas donner une suite favorable, sans véritablement se fonder spécifiquement sur le contrat d'engagement républicain en tant que texte juridique, mais simplement en disant « Ah mais votre association, elle est pas bien en ligne avec les principes républicains ». Et donc là, ça devient encore plus vague, encore plus vaste que ce qui est déjà très flou dans le texte même du contrat. Et je passe la parole à Marion, c'est ça? Ou tu passes la parole à Marion? Non, c'est bon. Merci Stéphanie, parce que tu as déjà introduit beaucoup. En effet, le premier engagement, c'est le fait de ne pas entreprendre ni inciter à des actions qui seraient contraires à l'ordre public ou contraires manifestement illégales. En l'état, on a quelques exemples de ce qui a été le contrat d'engagement républicain et comment il a conduit à faire en sorte que certaines associations sont considérées comme ayant méconnu ce contrat d'engagement républicain. Quelques exemples, rares exemples parce qu'il y a de rares cas et j'y reviendrai, le fait d'avoir organisé un atelier théorique sur la désobéissance civile sans s'être enchaîné à une autoroute, simplement le fait d'avoir organisé un atelier sur ce qu'est la désobéissance civile. Le fait de s'être opposé à l'éloignement d'un membre de l'association parce qu'il était en situation irrégulière. Le fait d'avoir critiqué les conditions de démantèlement d'un camp recevant des personnes, des gens du voyage. Le fait d'avoir créé une œuvre originale et d'avoir déambulé dans le cadre de cette œuvre de théâtre d'improvisation nue dans une église, ce sont des éléments
ce sont des cas réels, des précédents qui n'ont généré aucun trouble réel pour l'ordre public. Et pour autant, ces précédents ont été tous considérés par les autorités et parfois même peut-être potentiellement par le juge, parce que le cas de la déambulation à caractère blasphématoire, le juge est sur le point de reconnaître qu'il y a bien méconnaissance du contrat d'engagement républicain. Pour autant, on n'a pas de trouble, et surtout, les associations, elles sont dans leur rôle. À chaque fois, lorsqu'il s'agit de critiquer l'action publique, lorsqu'il s'agit de simplement arguer, en tout cas se fonder sur le principe de fraternité pour ne pas éloigner une personne en situation irrégulière ou pour faire respecter des conditions d'évacuation d'un camp des gens du voyage, il y a là simplement le rôle des associations qui, encore une fois, reflète le pluralisme. Et c'est pour ça qu'on parle de démocratie quand on parle de cette question. C'est parce que les associations sont peut-être un des outils d'une bonne démocratie qui permettent d'identifier la richesse et la bonne santé d'une démocratie, parce que les associations ont ceci qu'elles reflètent le droit des minorités, la cause environnementale, les associations culturelles, si elles peuvent avoir la possibilité de s'exprimer, y compris de manière subversive, c'est précisément que la démocratie va bien, et cela sans ingérence, parce que une ingérence dans le fonctionnement d'une association, c'est un marqueur d'une démocratie qui va mal. Et donc, le contrat d'engagement républicain incarne ça. Je vous disais, les exemples sont assez peu nombreux, parce qu'en réalité, on a une application du contrat d'engagement républicain qui, finalement, sur 2 ans et demi, on est à 5 cas, ce qui est absolument ridicule, hein, compte tenu de l'énormité du dispositif. La réalité et la problématique, elle est en fait beaucoup plus insidieuse. C'est simplement que le basculement, il n'est pas seulement dans la mise en action du contrat d'engagement républicain, il est aussi dans ce que ça implique en amont de mettre en avant le contrat d'engagement républicain, puisque finalement, ce qu'on constate quand on parle aux associations, c'est que ça peut être un coup de fil de la mairie ou de la préfecture qui vient leur dire attendez, regardez votre membre, là, ce qu'il a fait, quelle pétition il a signée, quelle manifestation il a déclaré. On a quelque chose de beaucoup plus insidieux qui fait que, avant même que l'autorité dise vous avez manqué au contrat d'engagement républicain, eh bien, il y a ce discours qui fait que de manière tout à fait informelle, les associations aujourd'hui s'auto-censurent, l'expriment. Moi, j'ai beaucoup d'associations qui m'appellent pour me dire si on signe ce communiqué, est-ce qu'on va pas nous le reprocher sur le terrain du contrat d'engagement républicain? Est-ce que si on appelle à participer à cette manifestation et qu'il y a des troubles, est-ce qu'on va pas nous reprocher d'avoir méconnu le contrat d'engagement républicain? Et donc, le problème, il est non seulement dans ce qui est écrit dans ce contrat d'engagement républicain, mais aussi dans la manière dont il est utilisé et avec ce qui est insufflé derrière, parce que on a certes ces 7 engagements, mais il y a aussi un discours qui est sous-jacent, qui est de dire que le contrat d'engagement républicain interdit toute forme de trouble à l'ordre public, mais également toute expression qui serait une expression soit religieuse, soit politique, ce qui est complètement contraire à ce que dit le contrat d'engagement républicain, mais pour autant, les autorités s'emparent du contrat d'engagement républicain pour insuffler ce discours qui prospère auprès des associations. Et donc, il y a ce que dit le contrat d'engagement républicain, qui est en soi un outil qui ne va pas dans le sens d'une démocratie plurielle et riche, mais il y a ce qui, à mon sens, est vraiment le basculement, à savoir une ingérence totalement assumée de la part des autorités qui aujourd'hui scrutent, fichent les membres des associations au nom du contrat d'engagement républicain pour leur retirer leurs subventions, ou au moins pour faire en sorte qu'elles se tiennent un peu plus sages. Avant de passer à la 3e question, je vais simplement vous donner quelques nouvelles, puisque vous imaginez bien que s'il faut se taire politiquement, la Ligue est touchée, vous imaginez bien. Donc là, dernièrement, on a attaqué la décision du maire de Chalon-sur-Saône, qui avait décidé que la section ne participerait pas au forum des associations le 6 septembre dernier, et nous avons gagné. Bon, il faut dire qu'on n'est pas gentil avec ce maire, Monsieur Platret, parce qu'on a quand même porté plainte contre lui pour discrimination en raison de la religion, vu qu'il avait interdit toutes des affiches de publicité pour une école qui montrait des femmes voilées. Alors voilà, donc on a porté plainte contre lui. Alors il est pas content. Alors voilà, ça donne ça. Mais on a gagné. Et puis à Arles, eh bien, il y avait eu aussi le fait de
non seulement la maison des associations a viré la section, mais en plus il y avait aussi une menace sur la participation au forum. Puis et là aussi il y a eu une médiation du maire. Cette fois-ci il n'y a pas eu besoin d'attaquer parce qu'il y a eu une médiation du maire qui a fait que pour calmer le jeu, parce que c'est ce qui est important aussi, c'est la solidarité entre les associations et les syndicats. Et donc là, ça a été extrêmement fort, ce qui a permis justement que le maire se dise, là, faut peut-être que je fasse de la médiation et que finalement j'accepte. Voilà, donc de bonnes nouvelles quand même, hein, ça fait de temps en temps, ça fait du bien. Donc, la troisième question, c'est le rapport note que la dissolution administrative par autrefois exceptionnelle est devenue un outil légitime de gestion d'une conflictualité politique. Les exemples récents, CCIF, Soulèvement de la Terre, Défense collective, montrent que des collectifs sont visés pour leur rôle dans la contestation sociale. Que nous disent ces dissolutions et menaces de dissolution sur l'évolution des relations entre l'État et la société civile? Alors, rien de bon. Oui, alors les dissolutions, c'est aussi un gros sujet et qui recoupe cette question de la loi séparatisme, puisque la loi séparatisme a élargi les motifs qui permettent au pouvoir exécutif de prononcer la dissolution des associations. Alors, quelques chiffres, pas beaucoup, mais quand même un petit peu. La dissolution administrative des associations, c'est quelque chose qui existe depuis 1936. Et on est aujourd'hui, on était au 29 août à 155 décrets de dissolution depuis 1936. Il y en a au moins un de plus, puisque l'Institut européen des sciences humaines, qui est un centre de formation d'imams à Château-Chinon, dans le Morvan, a été dissous. Je pourrais y revenir. Sur ces 155 décrets depuis 1936, il y en a 46 qui ont été signés par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. Donc j'ai fait le calcul, ça fait 29%. Cela étant, il serait erroné de dire que ce pic historique ne date que de 2017, puisque en réalité, on a 61 décrets, c'est-à-dire 40% des dissolutions qui ont jamais été prononcées depuis 90 ans, qui ont été signées depuis 2002. Donc on est quand même depuis 20 ans dans une période d'accélération. Alors qu'est-ce qu'on peut voir quand on regarde tous ces 155 décrets, qu'est-ce que ça nous apprend sur les dissolutions administratives? Ça nous apprend beaucoup de choses, je vais juste souligner quelques points. D'abord, ce qu'on voit de manière très contemporaine, c'est qu'il y a une augmentation considérable de ce qu'on pourrait appeler la dissolution idéologique, c'est-à-dire, j'appelle comme ça, la dissolution qui est prononcée à l'encontre des associations qui sont accusées de provoquer à la discrimination, la haine ou à la violence, ou même de contribuer, c'est le terme qui a été changé par la loi en 2021, à la discrimination, la haine et la violence. Alors ça, c'est très intéressant de regarder ce motif qui permet la dissolution dans la loi, parce que ce motif, il existe dans la loi depuis 1972, et pendant 20 ans, il n'est pas utilisé. La première dissolution qui est justifié par provocation à la haine et la discrimination et la violence, c'est en 1993. Ça vise une association qui s'appelle l'Association de fidélité à la patrie alsacienne, qui a été accusée de diffuser l'idéologie nazie et antisémite. Mais après, ça va véritablement se généraliser à partir de 2002, puisque depuis 2002, 52 des décrets qui ont été pris, des décrets de dissolution qui ont été pris, sont pris sur le fondement de la diffusion d'idées de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence. Alors ça vise bien sûr des groupes d'extrême droite, ça vise aussi de manière significative, notamment depuis 2015, toutes sortes d'associations accusées d'encourager le djihad armé, et c'est le cas encore pour ce dernier décret de dissolution qui vise le centre de formation des imams dans le Morvan de septembre, mais ça vise aussi l'extrême gauche. Alors par exemple la défense collective il y a quelques mois, même si le décret a été annulé par le juge, mais aussi le groupement antifasciste de Lyon et des environs, il y a ce motif de dissolution. L'autre motif qui est massivement utilisé aujourd'hui, c'est un motif qui a été ajouté dans la loi en 1986, qui est celui d'agissement en vue de provoquer des actes de terrorisme. Alors là encore, il a été inséré en 86. Au début, il y a très peu d'utilisation. Il y a une utilisation en 87, une autre en 93. Et là encore, c'est vraiment post-attentat, depuis 2015, qu'on a une utilisation massive de ce motif juridique
pour prononcer la dissolution des associations. 23 des 50 décrets qui ont été pris depuis 2016 invoquent ce motif. Et ça vise toutes sortes de choses. C'est-à-dire, ça peut viser des organisations, par exemple, que le décret va accuser d'avoir pris fait et cause pour, par exemple, la branche armée du Hamas. C'est le cas de la dissolution du collectif Cheikh Palestine Cheikh Yassine, en 2020. Mais ça peut être parfois la banalisation d'attentats perpétrés. Ça peut être parfois juste l'apologie du terrorisme. Donc on voit que c'est un problème qu'on connaît bien en droit sur la notion de terrorisme qui n'a pas véritablement de définition. Mais donc on a ici un usage quand même assez large de ce motif. Alors on pourrait, faudrait évidemment compléter, mais j'ai pas le temps ici, ce qu'on peut dire en regardant les décrets et pourquoi les associations sont dissoutes. Faudrait compléter ça de ce qu'en dit le juge. Alors, il y a eu un peu de soulagement lorsque le Conseil d'État a annulé la dissolution des soulèvements de la terre en novembre 2024. Merci. Mais il faut pas oublier que même l'annulation des soulèvements de la terre, il y a un certain nombre de points qu'on pourrait souligner, mais le même jour, la dissolution de 3 autres associations a été confirmée. Donc même si le Conseil d'État a élevé le standard de contrôle juridictionnel en parlant, disons, de proportionnalité sur les dissolutions, ce qui n'était pas le cas auparavant, je crois qu'il faut pas crier victoire trop vite et il y a malgré tout une analyse critique qui reste. Alors, quelques mots pour terminer. Je crois que cet outil de la dissolution administrative, c'est un outil qui a toujours été problématique depuis 1936. Enfin, c'est pas nouveau que les dissolutions administratives posent problème. Cela étant, il y a quand même, me semble-t-il, des transformations importante dans l'usage qui en est fait par le pouvoir exécutif. C'est quand même un outil, une mesure qui avait été justifiée historiquement par la nécessité de défendre le régime, de défendre la République. Et la loi de 36, elle trouve son origine, pour le dire vite, dans les manifestations des ligues fascistes du 6 février 34. En réalité, ça a très vite été utilisé aussi pour lutter contre les mouvements indépendantistes et de lutte dans la décolonisation, puisque dès 1937, il y a une dissolution, par exemple, de l'Étoile nord-africaine qui enclenche ce mouvement. Mais bon, il y avait quand même ce narratif, et effectivement, les narratifs sont quand même importants. Aujourd'hui, je crois que sur la période contemporaine, ce qu'on voit, c'est que l'outil est complètement transformé. C'était même dans le discours, dans la justification, un outil de protection du régime contre des périls extrêmes. Et je crois que de plus en plus, c'est utilisé comme un outil de protection de l'ordre public. Et donc là, il y a quand même une transformation très significative, d'autant que il est utilisé aujourd'hui pas seulement contre des groupuscules ou des mouvements qui revendiquent une forme de marginalité dans l'action ou d'illégalité même, mais il est utilisé aussi contre des mouvements qui revendiquent une action légale ou légaliste, comme par exemple le CCIF qui utilisait le droit pour protéger les droits des musulmans, ou il est aussi utilisé, non pas du tout contre des grupuscules, mais contre des grands mouvements, comme par exemple ça a été illustré de manière emblématique par la dissolution des soulèvements de la terre. Donc je crois que voilà, c'est un outil effectivement qui doit, auquel on doit continuer à être extrêmement vigilant. Oui, alors je précise que pour la Ligue, on est contre le fait que ça puisse être pris par le pouvoir exécutif, parce qu'il existe la possibilité de peine par le juge pénal. Et dans ce cas-là, c'est évidemment les règles du judiciaire qui s'appliquent, notamment en matière de preuve, et il faut que ce soit une infraction, pas simplement une supputation. Voilà, quatrième question. Le rapport décrit la banalisation de la violence policière, l'usage massif d'armes sublétales et des pratiques de harcèlement systématique. Les interdictions de manifester, parfois publiées à la dernière minute, renforcent encore l'effet dissuasif. Comment ce durcissement du maintien de l'ordre transforme-t-il la possibilité même d'exercer le droit de manifester, et qu'est-ce que cela dit du rétrécissement de l'espace démocratique en France? Un premier mot sur les interdictions de manifester et peut-être 2 grandes tendances qui s'illustrent. La première, c'est d'abord l'inflation. L'inflation vraiment avérée de ces interdictions qui se multiplient, interdictions de manifester, qui sont de plus souvent justifiées par des motifs assez fantaisistes. Par exemple, le climat de tension,
où la question est trop sensible, ce qui a justifié, ce motif a justifié pendant longtemps les manifestations, l'interdiction, des manifestations sur la question des violences policières, en particulier au lendemain du décès de Nahel, ou même la marche pour Adama, qui pendant 8 ans n'a jamais causé quoi que ce soit comme trouble, a été interdite parce que la question des violences policières était devenue trop sensible. De même que le soutien à la Palestine et au peuple palestinien est encore aujourd'hui encore considéré souvent comme un sujet trop sensible et ça justifie encore aujourd'hui des interdictions sur le territoire. Le lieu aujourd'hui est un élément qui justifie des interdictions de manifester. Vous ne pouvez plus manifester aux alentours de l'Assemblée nationale ou même sur la place de la Concorde parce que le lieu est trop sensible. Intention dissimulée des déclarants des manifestants qui certes déclarent une manifestation au soutien des peuples palestiniens mais qui en réalité veut soutenir le Hamas. C'est des choses qui sont écrites. Participation de certains acteurs. Alors pendant 1 an, les manifestations auxquelles les soulèvements de la Terre appelaient à participer ont été interdites au motif que les soulèvements de la Terre avaient appelé à participer, ce qui faisait quand même beaucoup de manifestations. Aujourd'hui, c'est Urgence Palestine. Demain, ce sera probablement quelqu'un d'autre. Et puis, le motif généralisé, celui qu'on revoit à chaque fois et qui, pour le coup, a peut-être un peu plus... en tout cas, retient un peu plus la juridiction administrative, c'est l'insuffisance des forces de l'ordre. Nous n'avons pas suffisamment de forces de l'ordre pour couvrir la manifestation, donc nous devons interdire. Alors, ce qui est souvent assez amusant, c'est de voir que lorsqu'elle est interdite, il y a encore plus de forces de l'ordre que ce dont il était nécessaire si la manifestation s'était déroulée. Mais je pense qu'on peut dire que cette inflation s'est aussi traduite par une augmentation des décisions de justice favorables aux manifestants qui ont très régulièrement suspendu ces décisions. Mais justement, deuxième phénomène en réponse à cela, c'est la publication tardive des arrêtés interdisant les manifestations. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, alors même que le Conseil d'État a redit que les préfets, les autorités devaient publier les interdictions de manière suffisamment tôt pour permettre un recours en urgence devant la juridiction administrative, eh bien, on assiste tout de même aujourd'hui à un phénomène de publication tardive qui est concrètement le vendredi soir à 19h, je notifie l'interdiction de manifester pour le lendemain à 11h ou à 14h, ce qui rend totalement impossible l'accès aux juges. Et de ce fait, on a des décisions qui sont parfaitement illégales, qui pour autant ne peuvent pas être suspendues en raison de ce phénomène de publication tardive, qui est une brèche dans laquelle savent parfaitement s'engouffrer les autorités. En toute illégalité. Alors moi, je vais vous parler surtout de la question de la répression policière et des armes qui sont utilisées en manifestation. Et c'est un sujet sur lequel on se penche de plus en plus à Amnesty pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'il y a un effet d'habituation des manifestants. C'est-à-dire qu'aller en manif aujourd'hui, c'est devenu synonyme de prendre des gaz, probablement un coup de matraque, voire pire. Ça a une dimension de banalisation du côté de la police. On a l'impression que quand on entend leur discours, c'est comme si il n'était plus possible aujourd'hui de faire du maintien de l'ordre dans une manifestation sans avoir recours à ces armes. Et puis, il y a un effet d'acceptabilité du côté du grand public qui a le sentiment que toute manifestation est aujourd'hui violente et que donc il n'y a pas d'autre manière d'y faire face pour les forces de l'ordre que d'utiliser des armes dites à létalité réduite, mais comme on le sait, qui peuvent blesser, mutiler et même tuer. Donc, comment faire pour ne pas se résoudre à cet état de fait ? Déjà, en produisant ce genre de rapport qui met noir sur blanc ce qui se passe. Et donc, merci beaucoup pour tout ce travail. Et puis, en essayant de résister de plusieurs manières, d'autant que c'est une pente glissante. En compilant les rapports IGPN des dernières années, ce qu'on peut voir, c'est que dans ces rapports, donc très officiels, l'IGPN dit très clairement qu'il y a une augmentation des dotations en armes, de ce type d'armes dans la police, et que ces armes sont de plus en plus utilisées.
Ce n'est pas tout à fait justifié. Dans le rapport 2023, ce qui est justifié, c'est, étant donné les violences urbaines post-Naël, eh bien, il a fallu faire usage d'un certain nombre d'armes. Et donc, on voit des augmentations dramatiques d'usage de ces armes. Hein. Je vous en donne juste un ou deux. Par exemple, entre 2022 et 2023, on a presque 100% d'augmentation de l'usage de la grenade de désencerclement. Or, cette grenade, elle est particulièrement problématique en maintien de l'ordre, parce que quand elle explose, elle projette 18 plots de façon complètement indiscriminée, donc qui peuvent toucher n'importe qui, des passants, etc. On sait qu'elle produit des blessures graves. Eh bien, il y a quasiment 100%, 94,5 exactement, d'augmentation d'usage de cette grenade. On observe la même chose pour le LBD, et on observe aussi des augmentations d'usage d'autres armes hors des manifs, comme le taser, mais qui sont aussi très problématiques. Donc, on a cette pente glissante là, qui est très problématique. Et puis, je voulais revenir sur le discours, parce que vous l'avez très justement souligné dans le rapport et dans la discussion, mais ces discours de stigmatisation des manifestants jouent sur cette idée de violence. On le voit avec la publication cet été, du mois d'août, comme personne ne l'a vu, du schéma national des violences urbaines devenu le guide opérationnel des violences urbaines, qui joue énormément sur cette porosité entre ce qui serait du maintien de l'ordre, ce qui relèverait du maintien de l'ordre, et ce qui relèverait des violences urbaines, qui devraient donc être traitées différemment. Et on voit cette porosité croissante dans le JT de Léa Salamé la veille du 10 septembre. Un policier est interviewé qui dit « Demain, ce qui va se passer, c'est à la croisée entre des manifestations et des violences urbaines. » Et donc justifiant probablement l'usage encore plus important d'armes à la suite de la publication de ce petit guide opérationnel des violences urbaines qui dit noir sur blanc que si ce sont des violences urbaines, avec une définition hyper pas claire, un groupe généralement jeune, structuré ou non, sur un territoire donné, dont le contrôle est revendiqué par le groupe et qui commettrait des actes violents à force ouverte contre des biens, des personnes ou des symboles de l'autorité de l'État. Donc vous voyez la dimension vague, c'est-à-dire on brûle un drapeau, c'est donc une violence contre l'autorité de l'État. C'est pas tout à fait pareil que lancer un tir de mortier. À partir de quand est-ce qu'on décide que c'est violence urbaine ou pas? C'est aussi pas de sommation, possibilité d'utiliser des armes de façon beaucoup plus décomplexée. Eh bien, ces discours-là vont ensuite justifier l'emploi de ces armes et la qualification de certains types d'actions, y compris des actions de désobéissance civile tout à fait pacifiques, puisque la dimension pacifique est intrinsèque à la désobéissance civile, en tout cas dans les définitions qu'on va trouver en droit international, dans les définitions qu'on utilise à Amnesty. Et donc, on va assimiler ces blocages, on va assimiler des militants qui souhaitent préserver un écosystème, s'opposer à l'usage irrationnel de ressources. Eh bien, ils vont être assimilés à des personnes qui vont produire un certain nombre de violences urbaines, c'est aussi intéressant. Donc les violences sont urbaines, elles ne sont pas rurales. Voilà, bref. Du coup, ce qui est vraiment problématique, c'est que tout ce discours va avoir un effet dissuasif, c'est extrêmement bien démontré dans le rapport, sur la possibilité de manifester, et dissuasif de manière discriminatoire envers un certain nombre de personnes, puisque aujourd'hui, pour aller manifester, en gros, il faut pouvoir courir vite, se cacher, résister au gaz et potentiellement un certain nombre de coups de matraque, voire pire. Donc, vous voyez le nombre de groupes sociaux qui ne vont plus pouvoir aller en manifestation, et puis aussi pour des populations qui sont déjà minorisées, stigmatisées dans notre pays, eh ben, on va d'autant moins imaginer leur capacité à venir potentiellement s'exposer encore plus en manifestation. Donc pour conclure, dire comment est-ce qu'on arrive à faire face à ça en produisant ce type de travail. Le travail incroyable effectué par tous les observatoires des violences policières avec la LDH, de la LDH. Ça, c'est un travail extrêmement important. Et nous, à Amnesty, on essaye aussi d'entamer deux types d'approches complémentaires, un plaidoyer autour des armes, en essayant d'entrer dans quelque chose qui soit pas trop clivant politiquement, mais de dire, en fait, il y a un problème avec l'usage des armes, avant de remettre en question tout le maintien d'ordre, en essayant de rentrer par ça. C'est un travail qu'on conduit, bien sûr, en lien, en coopération totale avec la LDH et d'autres associations comme la CAT, et probablement d'autres. Et puis, on s'intéresse aussi au commerce de ces armes, qui est quelque chose qui est beaucoup plus technique et, je vous l'avoue, assez rébarbatif quand on se plonge dedans.
Mais au niveau européen et international, on essaye de pousser à ce qu'il y ait plus de régulation sur le commerce de ces armes pour qu'elles soient plus encadrées et donc, on l'espère, moins utilisées. C'est un travail de longue haleine, mais on lâche rien. Voilà. Peut-être pour compléter ou amender un peu, c'est vrai que sur la lutte sur les méga-bassines, on est vraiment sur un territoire rural, hein, c'est un peu la Beauce, les vastes plaines, et on s'est retrouvé face à des méthodes de maintien de l'ordre mais qui sont héritées du milieu urbain, mais réappliquées dans le milieu rural, avec d'abord dans un premier temps une inadaptation totale, hein, et c'est ce qui fait qu'il y a un certain nombre de manifs où on a pu atteindre les objectifs qui étaient fixés, en dépit de 1500 agents, de tout un tas de matériel, etc. Et où ce fameux 25 mars 2023, pour Sainte-Soline 2, là, la stratégie qui a été mise en place par l'État et toute la chaîne de gouvernement, toute la chaîne de commandement, c'était une stratégie de fortin, où on nous a laissé venir jusqu'à la bassine, qui, je rappelle, n'était qu'un cratère vide, hein, sans grande dégradation à commettre à l'intérieur. Mais nous, ça nous paraissait très important que les gens puissent aller voir l'immensité de ces trous-là. C'est pour ça qu'on va toujours voir les bassines, parce que quand on est dedans, on voit l'aberration. C'est évidemment... c'est l'évidence, quoi. Ça. Et donc, pour nous empêcher d'accéder, cette fois-ci, la stratégie, ça avait été de disposer des camions tout autour de la bassine, et le périmètre de la bassine, c'est près d'1,6 km. Donc, on avait des murs de camions, et où on a la chaîne de commandement a créé les conditions, en fait, de l'auto-encerclement, finalement, créant les conditions où les consignes qui étaient données, c'était tirer, parce que sinon, c'est eux qui vont vous dégommer. Nous, notre stratégie était de les entourer à distance, à plus de 200 mètres. Et sauf que ce qu'on a eu à subir, c'est qu'on a subi des tirs notamment de bombes de désencerclement à 200 mètres. Hein. Je vous laisse réfléchir. Normalement, ce dispositif, il est pour être balancé dans un encerclement direct quand les agents sont en péril à 200 mètres, même en jetant très bien un caillou. Ouais, vous voyez bien ce que je veux dire, quoi. Donc il y a les armes sont utilisées illégalement, c'est ce qu'on a vu. C'est un usage des armes et des consignes qui était complètement illégal. Et notamment là où le rapport des observateurs appuyait beaucoup, c'était sur l'aspect violence, sur l'indiscrimination des tirs qui étaient effectués, quel que soit le comportement des personnes qui étaient dans le cortège, ils avaient à subir le traitement qui était grosso modo, on tire en l'air le plus loin possible et elles viennent que pourra. Et c'est comme ça qu'on a eu des personnes qui étaient absolument pas offensives, qui ont été blessées, des élus qui ont été blessés, et on a eu vraiment tout l'attirail. Hein. Je pense que c'était une espèce de foire de l'armement. Ils nous ont inventé pour l'occasion la Bravem des champs, avec un Darmanin qui dit non, ils n'ont pas tiré avec les LBD sur les quads en marche, et le lendemain, à la une de Libération, qu'est-ce qu'on voit? Un LBD en train de tirer, alors que cette opération, c'est une opération d'encerclement des personnes qui étaient derrière, et qui étaient notamment en protection des blessés, quoi. Là, les gens qui ont vécu cette scène-là, sont encore très nombreux à avoir un vrai traumatisme de cette manœuvre-là précisément. Des fois, on a vraiment le sentiment aussi d'être les rats de laboratoire, puisqu'ils profitent de ces grandes occasions-là pour tester et de nouvelles méthodes et de nouveaux matériaux. Donc, qu'est-ce qu'on a vu fleurir dans nos plaines? Les nouveaux Centaures flambant neufs, hein, ces blindés qui maintenant sont équipés de multi-lanceurs qui peuvent envoyer simultanément 12 bombes lacrymo ou de désencerclement. On a été aussi les cobayes. C'est la première fois chez nous que l'utilisation des produits marquants codés était utilisée. C'est des liquides qu'on va pouvoir mettre soit dans les jets d'eau, soit dans certaines munitions, et qui vont marquer en profondeur les vêtements, les cheveux, etc. Ce qui va faire qu'avec des systèmes de bioluminescence ou des choses comme ça, on va pouvoir révéler plusieurs mois après le fait que vous étiez sur une manif potentiellement interdite, quoi. Alors, on a des camarades qui ont été condamnés pour ça, mais comme le dispositif est pas au point, aujourd'hui, il est pas appliqué. Mais ils ont quand même fait les expériences sur notre 9. Il y a eu une manif, il y avait 9 hélicos. Je crois que la gendarmerie la compte 24 en tout. Enfin, un déferlement de matériel et puis surtout avec les consignes d'ultraviolence qui étaient données, quoi, en expliquant aux gars, c'est eux ou vous. C'est donc je
Je vous assure que, et vous en doutez bien, vivre ce genre de choses et se retrouver au cœur de ce genre de choses, qu'on soit observateur, manifestant ou organisateur de ce genre de choses, c'est évidemment... on travaille, et comment on continue à lutter dans ces conditions-là, comment en fait la stratégie d'en face qui est vraiment de créer le chaos et le blast et de dégoûter toute personne, comment on continue à résister, comment on continue à faire valoir nos libertés, de se réunir, d'agir, de s'associer, de manifester. Aujourd'hui, c'est fou, mais manifester, c'est rentrer en désobéissance civile, quoi. Ils ont réussi à créer ces conditions-là, quoi. Et donc, ça, on se laissera pas faire. On continuera à manifester, quelles que soient les interdictions qui seront données. Voilà, et on en est malheureusement à cette situation où, parfois, mettre son corps en jeu, malheureusement, maintenant, doit faire partie du jeu. Et donc, il y a toute aujourd'hui une typologie et une culture même militante qui est en train de se mettre en branle, qui dit que, en fait, maintenant, les outils de protection, c'est pas une option. D'ailleurs, que font les arrêtés quand on multiplie les arrêtés armes par destination, etc. Non seulement, et ça on pourrait l'entendre, c'est empêcher que des armes arrivent sur site, mais en réalité, l'essentiel des choses qui sont enlevées, c'est du matériel de protection. Un parapluie, on n'assommera jamais un CRS avec un parapluie. Par contre, que ça évite de prendre un LBD en pleine tête, oui, certainement. Mais c'est pas une arme, c'est un élément de défense. Quand on enlève du matériel aux équipes médiques, c'est encore plus grave. Et je vous rappelle que dans le dossier de Sainte-Soline, il a été prouvé qu'il y avait une entrave au secours, ce qui est dramatique. Mais en plus de ça, et en complément de ça, on enlève aux organisations et à tout ce qui va avec, les observateurs, etc., les matériaux, et sachant que ce soit les journalistes ou les observateurs, ils ont subi le même traitement que les manifestants. Donc de tirs indiscriminés, etc. Il y a eu des blessés chez les journalistes et on leur enlève, on les empêche d'avoir le casque, etc. Et puis au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait de ces arrêtés? À quoi ils servent aussi ces arrêtés dans le narratif? C'est de présenter des belles tables comme ça, où tout ce qui a été prélevé lors des 15 000 contrôles qui ont eu lieu pendant toute la semaine précédente constituerait le butin démontrant la violence des manifestants. Je vous rappelle, on est sur des territoires où des gens travaillent quotidiennement, il y a des artisans, etc. Et c'est pas compliqué de mettre une tronçonneuse notamment ce qui a été démontré par un des journalistes, c'est que notamment il y avait un fusil, des couteaux, etc. qui avaient été trouvés lors des fouilles. Et ils appartenaient à un chasseur qui n'avait rien à voir avec la lutte, quoi. Que ce soit bien clair. Donc voilà, je réinsiste, la bataille du récit et le témoignage de la vérité sont vraiment au cœur et vraiment je redis, votre travail il est essentiel là-dedans, il nous aide à nous réparer. Il contribue au fait que ce soit pas le récit de l'oppresseur qui reste dans l'histoire. Donc c'est un travail au long cours, c'est un travail vraiment de longue haleine et dans lequel vous assurez plus que votre part. Il y a un truc que j'ai quand même envie de transmettre, je sais pas si j'ai lu comme ça dans le rapport que j'ai survolé, on a beaucoup échangé en amont, mais j'ai pas vu. Moi, un des éléments qui me paraît aujourd'hui très très dangereux et qu'on n'a pas abordé pour l'instant, c'est le 2 poids 2 mesures. Et c'est sur le fait que quand on subit des agressions, les enquêtes sont jamais menées. Les enquêtes sont jamais portées à bien. Aujourd'hui, il y a une enquête par rapport aux 4 principales victimes, à Serge, Michael, des autres camarades, elle est quasiment au point mort et on sait que le procureur de Rennes met tout ce qui est dans son pouvoir pour enterrer l'affaire. Mon neveu, qui a été victime d'un tabassage, et c'est clairement pour ses activités militantes, il se fait tabasser en rentrant chez lui par 2 gars qui le tabassent et qui le laissent comme ça gisant dans son sang. Il a eu 15 jours d'été, etc. Là, j'ai appris avant d'arriver ici que l'affaire est classée, quoi. Il n'y aura pas de suite. Et la vérité, c'est qu'il y a 0 investigation. Et au-delà de Déméter, qui est vraiment un truc incroyable en droit français, qu'un syndicat signe une convention avec un gouvernement et que ça signifie ensuite des moyens humains pour là j'ai envie de faire le pont avec la fascisation de notre société. Parce qu'en agissant de la sorte et en instaurant ce 2 poids 2 mesures et finalement l'impunité de ceux qui se rendent responsables de tels agissements, on ouvre la porte aux milices, on ouvre la porte au fait que, et chez nous, je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment la situation. On a notamment une frange du syndicalisme agricole très proche de la coordination rurale qui a des pratiques
fascistes et fascisantes qui se promènent sur les territoires armés, en toute connaissance de cause et avec la bénédiction des autorités. La dernière fois que Retailleau est monté sur une méga bassine, c'était suite à un débâchage qui avait été effectué juste avant la loi du plomb. Et quelles mesures il met en avant? Évidemment, plus de flics pour surveiller les bassines, mais également la mise en place de boucles signal et télégrammes, etc., pour faciliter, fluidifier la milice. Voilà. Donc, il y a où on en est? Il y a tout ce qu'on doit mettre en œuvre pour entraver ce qui nous prend au nez, quoi. Et comment on s'organise face à ça. Merci beaucoup pour ton témoignage, Julien. Et je dois dire que la Ligue avait attaqué la cellule Déméter et on a perdu. Effectivement, c'est un accord, c'est une convention passée entre la gendarmerie et la FNSEA, ce qui est quand même incroyable. Ouais. Voilà. Et il est prouvé effectivement par des chercheurs. J'étais au colloque hier, c'était le colloque de l'Observatoire des libertés associatives, et il y a des chercheurs qui expliquaient par rapport à leurs recherches que lorsque la parole gouvernementale discrédite des associations ou des syndicats, eh bien ça fait un effet sur l'extrême droite et ce que tu dis, les milices, ça donne le sentiment de toute impunité. Donc il y a derrière évidemment des actes violents qui sont commis. Alors, 5e question, la France est-elle un cas particulier ou plutôt le symptôme d'une tendance européenne de rétrécissement de l'espace civique et d'érosion de l'état de droit? Quel parallèle et quelle différence voyez-vous avec d'autres pays européens et quels risques anticipés pour l'avenir? Comment l'Union européenne et d'autres acteurs internationaux, mais comment l'Union européenne réagit-elle à cette dérive qui touche ses propres fondements et quel rôle concret peut-elle jouer pour les défendre? Merci Nathalie, merci à tous les intervenants qui m'ont précédé. Donc, je représente aussi la FIDH avec ma collègue Maria aujourd'hui, donc qui avec la LDH est derrière ce rapport. Donc, je profite pour remercier tous les collègues qui ont été impliqués dans ce travail. Mais la FIDH ne travaille pas que sur la France. Donc, la FIDH, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, est une organisation non gouvernative internationale qui fédère 188 organisations membres dans 116 pays dans le monde. Et donc, nous travaillons en Europe et dans les autres régions du monde pour documenter, dénoncer et chercher la redevabilité aussi de ceux qui se rendent responsables des violations des droits humains. Donc, la question de Nathalie, la France, est-ce que la France est un cas isolé? Non, la France n'est malheureusement pas un cas isolé. Au contraire, la situation qui vient d'être décrite s'inscrit vraiment dans une tendance européenne, voire globale, de rétrécissement de l'espace civique, mais aussi d'érosion progressive de l'état de droit. Et partout en Europe et aussi dans le monde, on est confronté à une escalade des attaques à l'encontre des auteurs civiques et de toute voix critique, mais aussi de l'universalité des droits et des mécanismes et des institutions que, tant au niveau national qu'au niveau international ou régional, sont censés les défendre et défendre l'état des droits. Donc, ces institutions voient de plus en plus leur autorité affaiblie, attaquée, leur rôle remis en cause par les gouvernements suite à une convergence des facteurs à la fois politiques, économiques, sociaux et culturels, qui créent justement les conditions favorables pour ces véritables assauts contre la démocratie. Et donc, évidemment, la réélection de Trump aux États-Unis et son hostilité envers le cadre international de protection des droits et des institutions multilatérales n'a fait que donner un nouvel élan à ces mouvements internationaux. Et dans ces cadres, donc, les reculs des droits et des libertés, dont la liberté d'association et la liberté de rassemblement pacifique et le rétrécissement de l'espace civique,
on peut dire, sont à la fois un peu cause et symptômes d'une dégradation profonde de l'état de droit et d'une crise démocratique qui est sans précédent sur le continent européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc non, la France n'est pas un cas isolé. Mais il y a une convergence d'outils et donc un certain nombre d'indicateurs pour déterminer si dans une société, dans un État, on est devant un rétrécissement de l'espace civique et une crise démocratique et de l'état de droit. Et ces indicateurs ont été développés par l'AFRA, l'Agence européenne des droits fondamentaux, qui depuis 2018 publie sur base annuelle un rapport sur l'état de l'espace civique en Europe. Et ces indicateurs sont bien ceux qu'on retrouve en France et ceux sur lesquels on s'est basé aussi pour notre enquête. Et sont donc, juste pour les rappeler, on les retrouve en France, mais aussi ailleurs en Europe. Donc, il y a vraiment des parallèles qui peuvent être tracés dans la situation entre différents pays. Donc, un narratif hostile avec des vraies campagnes de dénigrement à l'encontre des ONG, en provenance non seulement d'acteurs, des mouvements ou des médias qui poursuivent un agenda anti-droit et ultra-conservatrice, mais aussi de la part des plus hauts représentants de l'État. C'est bien ce qu'on dit dans notre rapport pour le cas de la France. Et dans les buts donc de décrédibiliser, de stigmatiser, d'affaiblir la société civile indépendante, mais aussi d'invisibiliser les causes qu'elle porte. On voit aussi de plus en plus des lois restrictives de la liberté d'association, de réunion pacifique et d'expression, non seulement en France, mais dans plusieurs autres pays européens. On assiste à un harcèlement à la fois administratif et financier, des restrictions dans l'accès au financement, avec à la fois un conditionnement de l'obtention de financements publics à l'alignement avec les politiques gouvernementales, mais aussi avec une surrégulation et des obstacles à l'obtention de financements privés. Souvent sous prétexte de la lutte contre le terrorisme ou contre le blanchiment d'argent. Et donc, la crise, d'ailleurs, on voit aussi une peut-être moins visible, moins évidente, mais également importante, une réduction progressive de l'espace de concertation publique et donc des dialogues entre la société civile et les autorités. Donc, société civile qui est de plus en plus tenue à l'écart des décisions qui la concernent, qui concernent l'ensemble de la population et avec une limitation conséquente de sa capacité d'influence sur les processus décisionnels. Et finalement, on voit aussi de plus en plus, non seulement en France, mais aussi dans plusieurs autres pays européens, des attaques et des menaces à la fois verbales et physiques à l'encontre des associations et des défenseurs des droits humains. En arrière-plan, on voit aussi une approche sécuritaire qui s'étend à une multitude de situations et d'acteurs qui sont considérés désormais des menaces pour la sécurité ou pour l'ordre public, donc des migrants aux associations, en passant par les manifestants et en vrai à toute voie critique, et qui mènent aussi à la criminalisation de ces acteurs. On voit aussi l'émergence d'un discours au niveau européen qui cible les ONG sous prétexte d'assurer la transparence et de limiter ce qu'on appelle l'influence étrangère. Objectifs qui sont en revanche détournés afin de s'attaquer aux associations indépendantes qui plaident pour le respect des droits humains et de la démocratie et qui sont décrits souvent comme agents de l'étranger ou encore comme des terroristes. Et c'est bien ce que disait Julien tout à l'heure. Et enfin, évidemment, la montée de l'extrême droite, à la fois au niveau électoral, mais aussi par sa contamination, son influence croissante sur la politique traditionnelle, la politique mainstream, qui promeut des narratifs hostiles aux droits et libertés et à la société civile et qui vient à polariser la société. Donc, cette crise ne concerne pas seulement les faibles démocraties, entre guillemets, d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale. On a beaucoup entendu parler de la Hongrie ou de la Pologne en pleine crise démocratique ces 10-15 dernières années. Mais ou encore de la Slovaquie, de la Roumanie, de la Bulgarie. Mais c'est en effet l'ensemble des pays européens, y compris les démocraties dites consolidées d'Europe de l'Ouest, telles que la France, mais aussi l'Italie, l'Espagne,
les Pays-Bas ou l'Allemagne, dont certains sont aussi parmi les États fondateurs de l'UE qui participent, qui plus qui moins, de cette dérive régionale. Et donc, selon l'index annuel publié par l'ONG Civicus pour l'année 2024, des 27 États membres de l'Union européenne, 15 ont vu l'espace civique se détériorer gravement l'année dernière et des restrictions importantes ont été observées notamment en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas suite aux processus électoraux de 2024. Et donc, on y a plusieurs, donc ONG, mais aussi acteurs internationaux, institutions internationales, à alerter sur les risques que ces attaques à l'encontre de la société civile ont pour la démocratie européenne. Et on voit en effet à quel point les concepts, même la définition elle-même de démocratie, a été détournée par ceux qui souhaitent pirater les concepts et qui invoquent donc la souveraineté populaire contre les garanties libérales et dissimule derrière une façade électorale et une rhétorique apparemment démocratique un projet politique autoritaire. C'est pour ça qu'on a commencé à parler en doctrine aussi d'autoritarisme majoritaire ou encore de démocratie libérale, terme qui a été créé dans les années 2010 pour faire référence au régime hongrois créé en Hongrie par Viktor Orbán, et qui est justement la négation d'une démocratie saine. D'ailleurs, M. Orbán n'a jamais fait mystère du fait qu'il prenait un modèle dans sa stratégie des autocrates convaincus comme à l'instar de Poutine ou Erdogan. Donc, la question qu'on nous a posé aussi ces derniers jours, y compris par des journalistes qui nous ont interpellés sur notre rapport. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que la France est une démocratie libérale aujourd'hui? Je pense que la question n'est pas tellement si cette définition peut être appliquée à la France. On va peut-être pas affirmer aujourd'hui que la France est une démocratie libérale. Pas encore, du moins, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui importe, à la lumière de constats que cette enquête de la FIDH et de la LDH montre, et ce qu'on vient d'entendre aussi dans ces panels, est que la France est actuellement ni plus ni moins que d'autres pays européens qui sont même moins fiers de leur tradition démocratique, comme la Hongrie, sur les terrains glissants et dangereux qui, si la tendance... Élément perturbateur. Salut Julien. Donc je disais donc ce qui compte est que la France est aujourd'hui se trouve sur un terrain sur le terrain glissant et dangereux qui, si la tendance ne devait pas être renversée rapidement, l'amènera progressivement, mais en toute logique, vers l'illibéralisme. Et pour venir à ta deuxième question, Nathalie, et c'est celle sur laquelle je vais aussi conclure, c'est quel est le rôle de l'Europe? Donc face à cette crise, donc comme on a dit sans précédent, et aux menaces à la menace aux valeurs fondatrices de l'Union européenne, que fait l'Europe, ou plutôt qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Et donc l'UE dispose de nombreux outils pour appliquer les droits européens et ses valeurs fondatrices lorsqu'elles sont attaquées par les États. Et cela comprend du monitoring, de la soft law avec l'adoption des rapports, des recommandations, des dialogues, des instruments juridiques comme les procédures d'infraction, quand des lois ou des pratiques contraires aux droits européens sont directement attaqués, ou les fameux articles 7, l'arme nucléaire, qui est déclenchée quand les risques de violation des valeurs dans les cas de risque
grave des violations des valeurs fondatrices de l'UE, les mécanismes des conditionnalités et aussi des instruments politiques, donc des résolutions, des auditions, des relais médiatiques de la diplomatie publique. Mais parmi ces dispositifs, l'outil financier qui conditionne les financements européens au respect de l'état de droit et des droits fondamentaux s'est révélé particulièrement utile pour remettre au pas les États récalcitrants. Mais tous ces outils présentent des limites. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des limites des instruments. Je pourrais revenir dessus si jamais vous êtes intéressé et que vous avez plus de questions. Mais il y a de l'espoir. Notamment l'annonce de l'adoption d'une nouvelle stratégie pour la société civile au sein de l'Union européenne, qui est attendue pour la fin de 2025, donc pourrait peut-être servir à combler en partie ces vides et à venir en soutien à la société civile européenne, en dotant l'UE d'un outil plus efficace pour mieux protéger, soutenir et impliquer les acteurs civiques qui sont en première ligne dans la défense des valeurs européennes. Il y a aussi les négociations qui viennent de s'ouvrir sur les nouveaux plans financiers pluriannuels de l'Union européenne. C'est un terme très compliqué, mais qui en fait est le budget de l'Union européenne pour 2028-2034. Donc les négociations ont déjà commencé et qui fournissent aux forces politiques en présence une opportunité pour montrer la sincérité aussi de leurs intentions de défendre la société civile en Europe. Il y a eu aussi ces dernières années des évolutions jurisprudentielles qui ont porté un développement des standards en matière notamment des libertés d'association et d'espace civique, donc suite à des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple dans l'affaire qui a été décidée en 2020, commission contre Hongrie, qui portait sur la loi hongroise sur la transparence des associations qui recevaient des financements étrangers et qui établissent des précédents et donnent une base juridique forte pour mieux protéger les valeurs et les droits européens, et pour entamer des actions contre les États qui les piétinent. Donc ces processus et ces développements représentent autant d'opportunités pour faire avancer les débats et pour mieux protéger la société civile et l'état des droits en Europe, mais plusieurs forces sont à l'œuvre, donc non seulement dans les États membres, mais aussi au niveau européen, pour décrédibiliser la société civile européenne et pour entraver son travail. Et à ces propos, là aussi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a eu entre mai 2024 et aujourd'hui un certain nombre d'attaques au niveau des institutions européennes, et notamment de la Commission et du Parlement européen, qui ont imprégné les débats européens d'idéologie radicale et qui vise les organisations de la société civile en s'attaquant à leur mode opératoire, donc le plaidoyer notamment, et aussi en essayant de remettre en question la légitimité de leur financement de la part de l'Union européenne. Et donc c'est des signes inquiétants qui pointent en tout cas vers une contamination aussi du débat européen par ces idéologies. Et donc pour terminer, il y a encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'espoir, mais les efforts en cours de la part à la fois des institutions européennes, de certaines forces politiques et de la société civile elle-même ne sauront pas répondre aux défis actuels s'ils ne sont pas accompagnés d'abord par une volonté politique forte, d'utiliser les outils à disposition de manière efficace et de condamner publiquement les attaques en provenance à la fois des représentants des États membres et des institutions européennes, et aussi par les moyens financiers sans lesquels tout soutien à la société civile serait complètement dénué d'efficacité.
Et vraiment pour finir, sur une note positive, justement, aussi la société civile, dans l'attente, elle ne reste pas les bras croisés. Donc, au contraire, elle se mobilise et face à ces défis dont on a parlé en France, mais aussi ailleurs, elle fait preuve d'une résilience, d'une créativité et d'un dynamisme exceptionnel et devient finalement les derniers remparts de la défense de la démocratie, même dans des cas où les institutions au niveau à la fois national et international ne sont pas ou plus en mesure de résister à ce choc autoritaire. Donc, mais pour cela, elle a besoin de soutien. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste aussi par tout un tas de moyens, mais pour essayer de générer, pour sensibiliser l'opinion publique et essayer d'appeler à un soutien fort pour les associations et les défenseurs des droits humains par différents moyens qu'on examinera peut-être plus tard. Mais donc voilà, encore une fois en doctrine, peut-être que Stéphanie saura mieux l'expliquer que moi, mais on parle récemment de quelque chose qu'on appelle l'état des droits du bas. Et donc j'aime bien ces concepts parce que je pense que dans les travaux que nous faisons dans les secteurs associatifs, mais je dirais dans la société civile plus en général, parce que finalement la société civile n'est pas que les associations, c'est l'université, c'est les avocats, c'est l'activisme des rues, et c'est un vrai nous toutes et nous tous. C'est là en fait, c'est nous, donc c'est la société civile qui finalement prend conscience de l'importance de l'état de droit et des principes démocratiques et qui s'élève pour les défendre dans un contexte où ils sont attaqués partout et par tous les moyens. Et voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé, mais cela correspond à notre campagne contre la loi du plus fort. Il faut défendre l'état de droit. Donc, merci beaucoup à toutes d'avoir si bien expliqué ce qu'il y a, ce qui est d'important dans ce rapport et ce qu'on peut en dire. Et on va vous passer la parole parce qu'on a déjà beaucoup parlé et notamment vous demander aussi. Puisque j'ai posé beaucoup de questions, mais qu'est-ce que vous pensez de stratégies de la société civile, notamment, est-ce que vous avez vu des stratégies ailleurs en Europe qui pourraient être transposées? Et puis, voilà, questions, et puis on ouvre le débat. Merci. D'abord, par rapport à la notion de désobéissance civile, elle se défend en droit aussi, je pense, et je pense que c'est une notion à mettre en avant fortement et comment elle se défend en droit. Et quand Nathalie, tu as dit que on a gagné à deux lieux, à Chalon-sur-Saône et je sais plus où, eh bien, je pense que c'est important pour nous tous qui nous formons ici et qui nous informons et qui nous formons de savoir comment on a gagné, comment par rapport à des notions un peu floues, les valeurs de la République, etc. Comment par rapport à ça pouvoir argumenter et gagner. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que en termes de stratégie, j'ai envie de dire j'ai pas envie qu'on reste sur la défensive seulement, la défense des droits, la défense des libertés, etc. Mais je pense qu'il faut contre-attaquer, si je peux dire, avec un vocabulaire, avec une stratégie plus générale. Quel mécène type l'équivalent de ce terrain avons-nous de notre côté, on va dire comme ça. Je pose des questions grossières comme ça, mais bon. Mais on en a besoin parce que on voit qu'il y a une stratégie internationale, hein, bien sûr, de ces extrêmes droites. Et donc, il faut faire une stratégie. Et dans cette stratégie, je trouve qu'il faut employer un langage le plus simple possible. Ça peut être, on a gagné, ça peut être... il y a des mots qui me sont venus en vous écoutant. Tu as dit, Nathalie, contre la loi du plus fort. Ça veut dire aussi, peut-être on pourrait dire, nous avons peur.
Moi, j'ai peur d'aller manifester parfois, oui, voilà. Nous avons peur. Stéphanie a dit tout à l'heure, rien de bon. Voilà du langage qu'il faut utiliser, je trouve, pour attirer l'attention du public en général et contre-attaquer. Voilà, j'ai envie de dire, il faut vraiment une contre-offensive. Je suis persuadée de ça pour aider une société civile qui est résiliente, qui reste créative, mais qui se sent peut-être de plus en plus impuissante ou craintive. Voilà, on a peur de manifester, par exemple. Bonsoir à toutes et à tous. Je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Alors moi, ce que je peux constater, alors je me présente, excuse-moi. Alors moi, Taïeb Kura, je suis secrétaire national de l'Union syndicale solidaire et j'anime aussi pour l'Union syndicale solidaire le groupe de travail droit et liberté et répression syndicale. Alors ce qu'on peut constater, c'est une dérive qui en réalité, elle date pas d'hier ou d'avant-hier, mais ça fait quelques années déjà qu'on voit que en réalité la répression s'accélère de plus en plus. Alors moi j'ai une particularité, c'est que je suis aussi syndicaliste dans le transport aérien et ce qu'on a vu justement sur la répression, je vais pas parler de répression syndicale, mais l'interdiction de faire grève justement, où on va utiliser des méthodes juridiques, mais aussi juridictionnelles, notamment sur la loi Diard. C'est une loi qui a été mise en place en 2012 par Nicolas Sarkozy, justement pour empêcher des mouvements de grève en particulier dans l'aérien, où les grévistes devaient jusqu'au jour d'aujourd'hui doivent se déclarer 48 heures avant pour pouvoir être en grève. Sinon, au bout de, 36 heures, la grève, elle n'est pas valable, par exemple. Et ça permet aussi à l'employeur aussi de mettre une pression pendant ces 48 heures aux travailleurs et travailleuses, aux grévistes, justement, pour se retirer de cette grève. Donc voilà, cette répression a été, elle a commencé déjà par le gouvernement. Mais ce qu'on constate aussi, c'est la fascisation, ce qui disait le camarade de notre société, via aussi des médias tels que les médias Bolloré et CNews, où on essaie toujours de discréditer tous les mouvements sociaux, mais pas que ce soit les défenseurs d'écologie, ou quand on dit non au gouvernement, vous nous passez pour des gauchistes, et ça c'est le relais qui actuellement, c'est vraiment le relais médiatique. Hein. Je donne un exemple, et c'est plus un cas concret, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait il y a pas longtemps avec la Ligue des droits de l'homme, aussi avec la CGT, le MRAP, SOS Racisme, sur notamment, en fait c'est une suite, alors je vais expliquer vite fait, hein, je vais essayer de faire très court pour laisser la parole à tout le monde. Au mois de juillet, il y a eu une décision d'une intersyndicale de Sud Aérien dont je fais partie, de la CGT, de ne pas charger des armes en direction d'Israël pour pas être complice justement du génocide. Donc on était parmi ces initiateurs, parmi cette initiative, et comme par hasard, au mois d'août, sur CNews, sur le Pascal Pro, où comment dire, c'est une chroniqueuse de Pascal Pro pour justement dénaturer ou comment dire, ou discrédibiliser cette initiative. Elle parle de quoi? De voilà, sur les bagagistes, c'est des barbus qui sont typés arabes, qui a un danger. Et comme c'est un mouvement syndical, et ils sont syndiqués, et ces syndicats, justement, c'est des Arabes qui sont syndiqués et qui ont un lobby au sein de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'on est les premiers réprimés. Donc, vous voyez, c'est cette coince. Mais c'est vraiment, on va toujours essayer c'est ce que tu disais, c'est pour ça quand tu disais, oui, il faut pas être défaitiste, justement, on peut aussi trouver des alliances aussi entre, par exemple, la LDH ou Amnesty International, ou voilà, en réalité, le danger qu'on peut avoir, en réalité, c'est d'être isolé, d'essayer de mener un combat solo. Là, je pense que c'est compliqué. Mais... Ah, d'accord. De toute façon, j'ai terminé. Hein, mais désolé d'avoir... Bonjour. Ouais, moi je suis Yann d'Utopia et je voulais simplement faire... merci pour ce rapport, c'est vachement important. Et ouais, c'est un moment important. Je pense qu'on a tous à se regrouper, à se battre sur la réalité de ce qui est en train de se passer,
Je crois que dans l'histoire, on s'est souvent posé la question, notamment dans les grands moments et pendant la Grande Guerre, de à quel endroit on devrait se positionner. On en est là aujourd'hui. Il va falloir se positionner, il va falloir se battre. Mais on a des outils, on a des médias, on a aussi, nous, la possibilité d'avoir la société civile et, au travers des réseaux sociaux, une puissance de feu incroyable. Moi, je reste, même si bien sûr rien n'est simple, moi je reste positif et je sais que le combat va pas être simple, mais qu'on a des choses à faire, on a des messages à faire passer, et que malgré cette violence qui s'installe, nous devons et nous avons à lutter. Je dirais simplement une petite phrase de Monsieur Hessel qui disait tant simplement quand le monde part en vrille, il est temps de laisser sa vie de côté pour aller se battre. Et je crois que les 2 prochaines années qu'on a devant nous, va falloir peut-être mettre entre parenthèses pour certains notre petite vie personnelle, de façon à imaginer que demain, si on ne se bat pas maintenant, plus rien ne sera pareil. Donc on a des choses à faire. Et moi je vais rester positif parce qu'il nous reste encore un peu de temps, même si l'horloge tourne. À la fin, on va gagner, moi j'en suis sûr. Voilà, bonne soirée et merci pour le boulot. Oui, parce que avec Utopia 56, on a porté plainte contre le magazine Frontières, notamment, qui a particulièrement ciblé Utopia 56. Oui, salut Taï. Je vais juste répondre sur la question de la désobéissance civile, peut-être, pour les critères. Déjà, il faut que ce que tu as dit, qu'il faut que ce soit, parce que c'est la façon, le fait de commettre une infraction, en tout cas en pénal, c'est comme ça. Après, je laisserai dire peut-être si tu veux en parler, mais en pénal, c'est comme ça. C'est quand on commet une infraction, la question ne se pose pas de la désobéissance civile, parce que c'est pas comme ça que la Cour de cassation l'envisage, mais c'est d'un point de vue militant, on appelle comme ça. Mais la question qui se pose pour la Cour de cassation, c'est est-ce que il y a le fait justificatif, est-ce que c'est justifié par la liberté d'expression qui est protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc les critères, c'est effectivement qu'il faut que ce soit pacifique, mais aussi que ce soit pas que le dommage qui a été provoqué par l'infraction ne soit pas grave. Et également que la personne ait bien revendiqué son action, puisque c'est censé être de la liberté d'expression. Donc il faut pouvoir dire que c'est soit on le fait pour tel objet politique, donc on le revendique ouvertement, mais aussi pour quel motif on le revendique. Donc il y a des critères avec un bémol, puisque la Cour de cassation était assez favorable, en fait, c'est toutes les affaires décrocheurs de portraits, mais encore faut-il que les avocats soulèvent l'article 10 le moyen tiré de l'article 10 de la liberté d'expression, ce qui n'a pas été le cas dans un cas, et c'est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme, et malheureusement, la Cour a approuvé la condamnation d'un des décrocheurs de portraits en disant que il avait fait politiquement en enlevant le portrait de Macron, mais il l'a pas restitué, et donc du coup, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que juridiquement, c'est du vol, le fait de décrocher, même si c'est... Oui, c'est du vol. Même si ça s'appelle du vol d'usage. Oui. Bon, peut-être qu'il faut compléter, je sais pas. Ou qui veut compléter la définition? Bon, ça va? Moi, je voulais juste ajouter que on s'est penché là ces derniers temps et j'espère que ça va sortir dans pas longtemps, peut-être un petit texte là-dessus, Amnesty, sur la jurisprudence en France. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi l'état de nécessité qui est invoqué. Que je précise, parce que l'état de nécessité, ça fonctionne sur les premières juridictions, mais jusqu'à présent, à la Cour de cassation, à chaque fois, c'est cassé. Mais si ça s'arrête en première, s'il n'y a pas d'appel, tout va bien. Peut-être un mot sur la désobéissance civile de la part de son théoricien, John Rawls, qui disait que la désobéissance civile n'est pas seulement un acte politique compatible avec la démocratie, mais c'est l'un de ses critères, parce que seule la démocratie accepte un tel dissensus, et seule la démocratie permet de s'exprimer par la désobéissance civile. Et c'est d'ailleurs, je crois, la désobéissance civile, si on suit Rawls, c'est précisément l'un des indicateurs de la gravité de la situation, là où on sait que comment elle s'appelle, Sonia Backès, disait pour sa part que la désobéissance civile, c'était une forme de séparatisme, ce qui montre à quel point il y a... Alors, à ce moment-là, elle était secrétaire d'État à la citoyenneté, à ce moment-là. Elle était en même temps présidente de la
C'est ça. C'était pour revenir sur cette question de la désobéissance civile qui, à mon avis, en effet, est un vrai sujet, mais je voudrais juste aussi dire un mot sur le fait qu'on a parlé des chaînes qui ne sont pas des chaînes d'information, des chaînes d'opinion, mais je crois aussi qu'il y a un vrai sujet sur la question de nous tous et toutes et de la société civile, parce que il y a aujourd'hui des répressions qui sont simplement faites sur demande des riverains. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de manifester à République le week-end en faisant plus de 80 décibels et on n'a plus le droit de manifester au Mans avec un mégaphone. Pourquoi ? Parce que c'est la demande des riverains et ça vient aussi de cela. Tout n'est pas de la faute des autorités, mais je crois qu'il faut aussi pas seulement alerter les autorités, mais alerter notre entourage, l'ensemble de la population sur la question du droit. Aujourd'hui et depuis hier, on voit que les gens veulent être protégés par le droit et que l'injustice peut toucher chacun et chacune, ou la justice plutôt. Mais je crois que la question du droit doit être, en tout cas, c'est le sens de l'action de la Ligue. Il n'y a pas que le droit, mais en tant qu'avocate, j'insiste sur le fait que le droit doit être mobilisé. On doit faire preuve de pédagogie, on doit expliquer ce que l'état de droit, ce que c'est que la démocratie. Et à mon avis, sans ça, on ne pourra pas gagner, mais un camarade a dit qu'on gagnerait, donc voilà, rassurez. Écoutez, on a un peu de retard, mais merci d'être resté si tard. Je dis tout à l'heure qu'il y avait Lucas. Est-ce qu'il est toujours là? Je sais plus. Donc il est parti. Mais en revanche, il est là, Lucas? Non. Non, c'était juste pour dire qu'il est toujours là s'il y a besoin d'une dédicace pour son livre sur la Bravem. Et je vais préciser que le livre de Stéphanie sort aujourd'hui et que nous l'avons ici. Donc si vous voulez aussi, Stéphanie, tu acceptes de dédicacer. C'était pas prévu, mais voilà. Merci beaucoup.